Alors nous allons attaquer cette deuxième session des talks de SACEM. On va parler de musique à l'image. Donc tout à l'heure on discutait avec Wally de moyens de gagner sa vie avec la création musicale. Il évoquait le fait des exploitations audiovisuelles qui sont aujourd'hui une des sources de revenus les plus importantes, pourvu que ça dure, pour les auteurs et les compositeurs, pour les musiciens en général. Et donc pour parler de ça, nous avons un compositeur, la personne de Laurent Juliet, qui sera interviewée par Vanessa Bertrand, qui est elle-même autrice pour l'audiovisuel, puisqu'elle est dialoguiste de doublage. Donc elle écrit des versions françaises des films étrangers que vous voyez à la télé. Donc c'est parti pour 30 minutes de musique pour l'image, et plutôt à base de synthé si possible. Ah. Merci Olivier. Donc bien merci au Cinefest d'accueillir ces tables rondes qui sont présentées donc, par l'UNAC, dont Laurent Juliet est le président, et par la SACEM, que je représente ici en étant trésorière du conseil d'administration. Et comme le disait aussi Olivier, il se trouve que la SACEM, qui est associée tout le temps à la musique, protège en fait différents répertoires, dont le doublage depuis l'invention du cinéma parlant. Voilà, et donc moi je sens beaucoup de points communs et d'attirance vers mes confrères compositeurs pour l'audiovisuel, parce que je dis souvent, nous dans le doublage, on écrit finalement les paroles de la bande originale. Vous en êtes les compositeurs, et nous on est les paroliers de la bande originale d'un film. Et d'ailleurs, moi je vois quand j'écris un doublage, je fais toujours très attention à la musique, parce que elle donne un rythme dont il faudra tenir compte aussi dans l'inspiration des textes. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais aborder ce sujet de la musique à l'image. D'ailleurs, musique à l'image, musique pour l'image, Laurent Juliet? Alors, les deux, moi j'aime mon capitaine, parce que je dirais musique à l'image quand on travaille vraiment à l'image, avec les images, et musique pour l'image, parce qu'on peut aussi composer de la musique en dehors des images, mais qui est destination des images. Donc c'est, voilà, à l'image, vraiment avec l'image en face de soi, et pour l'image, à destination des images, mais sans forcément les images. Donc les deux termes, pour moi, sont bons, et donc voilà, ça dépend par quel biais on prend la chose. Alors, toi, je prends l'exemple de tes dernières créations pour l'audiovisuel. Comment tu procèdes? Est-ce que tu as des discussions en amont avec le réalisateur qui te fait confiance pour faire la musique de son film? Est-ce que il te donne des sources d'inspiration? Est-ce que tu lis le script? Enfin, voilà. Comment ça se passe? Comment se déroule votre collaboration de A à Z? Alors, ouais, voilà, ça prend une demi-heure. Alors, comment ça se passe? D'abord, il y a plusieurs méthodes. C'est un peu inhérent à chaque compositeur. Chaque compositeur va travailler différemment. Le couple, c'est pas un couple standardisé, le couple réalisateur-compositeur. Donc, chacun va trouver des méthodes un peu différentes. Pour ma part, ce que je fais souvent, je travaille souvent avec des réalisateurs qui sont également scénaristes. Et donc, on part du principe qu'on est là pour raconter une histoire. Donc, à partir du scénario, du script, déjà, on imagine des couleurs musicales, des tendances. Alors, évidemment, je parle à un réalisateur qui, lui, la plupart du temps, n'est pas mélomane, ne connaît pas la musique. Donc, je l'incite à me faire écouter des choses qui correspondent à ses intentions, mais pas forcément au genre, mais à quelle intention. Il y a un truc qui est important pour moi, c'est ce que j'appelle l'épaisseur de la musique par rapport à l'image. Et en fonction de ce qu'un réal va nous faire écouter, souvent ça nous donne déjà une indication. Est-ce qu'il veut une grosse musique, une petite musique, etc. Parce qu'il va instinctivement choisir des musiques qui ont le bon ratio entre ce qu'il désire mettre comme musique et son image. Donc ça, c'est avant même le tournage des premières images? Alors ça peut être à n'importe quel moment. Là maintenant, depuis ces derniers temps, on vit les temps se resserrent, on a de moins en moins de temps. Souvent, je commence à composer alors qu'ils sont encore en tournage. Ça devient compliqué. Donc, on a une première discussion en amont, avant le tournage, qui est plutôt une discussion générale où on discute, on écoute des choses, je réfléchis à des instruments, des couleurs. Ensuite, je reçois des rushs. Là, je regarde des rushs juste pour m'imprégner de deux choses importantes. Pour moi, c'est la photo.
même si le film n'est pas étalonné, ça donne quand même déjà une idée du cadre, de comment sont placées les caméras et du rythme. Donc, et le rythme, il vient à la fois des mouvements de caméra, mais aussi du jeu des acteurs. Et ça va me donner un tempo, en fait, une sorte de tempo, l'image qui va déjà forcément orienter un peu le tempo de la musique, puisqu'il faut que tout le monde se marie à un moment donné. Donc voilà. Et après, quand on arrive à la phase, vraiment de chercher un peu plus vers quoi on va aller. Je parle toujours de genre et de style musical. On n'est pas encore vraiment dans le détail de chaque scène. Là, on écoute des choses, on s'envoie des choses, je lui envoie des choses. Moi, je fais des petites démos, j'envoie des trucs, on cherche un peu. Après vient une phase, une fois que le tournage est de manière idéale, une fois que le tournage est terminé, que la phase de montage est terminée, on fait ce qu'on appelle le spotting. C'est-à-dire qu'on va regarder le film de A à Z, on va déterminer les endroits d'entrée et sortie musique, ce qui est un exercice extrêmement difficile. Parce que quand une musique rentre dans une scène, on l'aperçoit tout de suite, et quand elle s'en va, on sent tout de suite son absence. Donc il faut, pour nous, ce qu'on cherche, c'est avant tout de conserver la fluidité du récit. C'est-à-dire de faire en sorte que quand le spectateur, c'est comme tout, il faut que rien ne dérange le déroulement de l'histoire. Et après j'ai un ami réalisateur qui dit les choses de cette manière. Il dit la musique, ça nous sert à déterminer la carte émotionnelle du film. C'est le dernier outil qu'on a en main après le montage pour redéterminer et peaufiner la carte émotionnelle du film. Donc on spot. On peut presque réécrire le film. On peut. En fait, on choisit nous à quel moment on va pousser telle émotion. Essayer d'amener ce qui n'est pas à l'image ou au contraire soutenir ce qui est à l'image. Voilà, ça c'est la manière de procéder. Donc on spot et puis après moi je compose. Voilà, ça c'est l'idéal. Maintenant la réalité, souvent le montage n'est pas terminé, les scènes bougent. Donc je bosse sur une scène qui va bouger, je vais devoir retravailler la musique. Alors vous imaginez pas ce qu'est capable de faire un réalisateur quand vous lui envoyez un fichier stéréo. Le coup de ciseau est très facile, sauf que musicalement derrière. Oui, par exemple, si on te demande, tiens, finalement, est-ce que tu peux mettre 3 secondes de musique en moins ? C'est même pas ça, c'est pas grave, j'ai enlevé 4 images. Sauf que 4 images, l'incidence que ça a sur des points de synchro, au-delà de ces 4 images coupées. Et moi, je peux pas couper ma mesure comme ça. Donc là, il y a des astuces, on triche un petit peu. Voilà, et donc là, il y a beaucoup de retake, de refaire jusqu'à temps qu'on ait voilà, ça c'est vraiment quand on travaille à l'image, vraiment avec la synchro, on cherche des points de synchro précis, soutenir à des moments précis. Donc ne pas confondre avec la synchro. Voilà, et c'est exactement. Qu'est-ce que c'est le droit de synchro ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est une utilisation aussi secondaire, je vais déjà avant de parler de ce qu'on appelle communément le droit de synchro, je vais parler de ce que c'est que la synchro. La synchro, c'est le fait d'utiliser une musique préexistante au film et de la synchroniser sur le film. Donc on la synchronise sur le film. Et donc à partir de là, on parle de synchro. Et le droit de synchro, c'est la rémunération qu'on donne aux éditeurs pour avoir le droit de faire ça. C'est-à-dire de prendre une musique préexistante et de pouvoir la réexploiter dans une nouvelle œuvre audiovisuelle, puisqu'à la fin, on a un film qui est une œuvre audiovisuelle en elle-même, en fait. Imaginons par exemple que je sois réalisateur et que je veuille que dans mon film, il y ait, même si toi tu en composes la musique originale, mais qu'à un moment, je souhaite qu'il y ait un titre de Wally Badarou. Déjà, est-ce qu'il faut que je te demande, en tant que compositeur de la bande originale, est-ce qu'il faut que je te dise, tiens, est-ce que tu accepterais que ta musique soit... C'est toujours mieux de le faire, c'est toujours plus poli de le faire, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire Et alors, je dirais que le réalisateur va faire le choix artistique de dire je veux la musique de Wally, mais c'est le producteur, en fait, qui va contacter l'éditeur de Wally, qui est l'éditeur, qui est donc le détenteur des droits de la musique de Wally, qui va contacter l'éditeur et le producteur et pour le master, qui va producter donc les ayants droit de la musique, en fait, de la musique, qui va leur demander l'autorisation, qui va négocier un droit de synchro sur le film pour intégrer la musique dans le film. Voilà, et donc ça c'est plutôt ça, là on est vraiment dans la partie production, clearance des droits. Il y a un choix artistique qui est fait par le réalisateur, mais qui peut être fait par... moi ça m'est souvent arrivé dans des séries, des choses, de dire il ne faut pas que ça soit le score. C'est une musique qui a une autre fonction,
Donc ça sera mieux pour la narration si c'est pas moi qui l'ai faite. Donc ça soit une musique de synchro, qu'on aille chercher une synchro à l'extérieur pour dire ça sert, on est là pour servir l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est mieux si on me pose la question. Parce que normalement le couple de réalisation, compositeur-réalisateur, nous on réfléchit, on est concentré sur la narration, l'histoire, la dramaturgie, comment on raconte l'histoire, les personnages, l'arc narratif des personnages, on est concentré sur ça. Donc quand on va mettre un élément musical, c'est pas anodin de mettre un élément musical. Donc là, c'est bien de nous en parler. En tout cas, voilà, et souvent, de toute façon, si le réal et le compositeur se parlent, voilà, moi ça m'est souvent arrivé de dire non, là, il faut pas que ça soit moi. Là, allez, trouver une synchro. Trouver une synchro pour cet endroit-là, parce qu'on n'est pas dans le score, parce que le score raconte un truc précis dans la narration. On suit une histoire ou un personnage ou un développement précis de l'histoire, et à ce moment-là, on a de la musique qui passe à la radio, on a ou une autre émotion, quelque chose, voilà. Et c'est pour ça que la comédie fait beaucoup ça, d'utiliser des sources différentes de musique. Que on est moins dans une narration continue comme ça, comme dans le drame. Et d'ailleurs, il y a un métier qui s'est développé depuis quelques années, c'est celui de music supervisor. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est son intervention dans la production d'un film? Alors le music supervisor, en fait, c'est une sorte de délégué du producteur sur toute la partie musicale, qui va être en charge de suivre la fabrication de la musique originale, et la synchro, donc la clearance des droits, trouver les ayants droit, aller chercher, rédiger tous les bons contrats, etc., tout ce qui va avec, pour qu'à la fin, le producteur puisse avoir une exploitation tranquille du film, en fait, avec tous les éléments musicaux qui sont à l'intérieur. Et puis il va aussi venir épauler le compositeur, mais là aussi c'est très différent si par exemple, moi je travaille avec un réal que je connais depuis longtemps, avec qui on a les habitudes de travail sans superviseur, souvent le superviseur il reste un peu à l'écart, parce qu'il ne va pas s'immiscer dans notre relation. Et si par contre on travaille avec une prod ou un réal qui nous connaît moins, bah là il vient un petit peu aider tout le monde à se coordonner comme il faut. Il a un rôle aidant en fait dans la création de la musique, qu'elle soit synchronisée ou originale. Voilà, ça c'est son rôle. Après, Et dans la palette, en fait, ce matin on parlait de slasher, donc toi tu fais de la musique, tu composes pour des films originaux, enfin, pour l'image, mais par ailleurs, il me semble que tu écris aussi pour la librairie musicale, donc là en termes d'inspiration, parce qu'encore, t'inspirer de Rush, du scénario, là tu sais pourquoi tu écris, quelle intention tu as à faire passer. Et moi je me demande parfois s'il n'est pas plus difficile d'écrire une musique sans savoir quelle sera son utilisation et finalement presque inspirer elle doit créer son propre besoin. Donc qu'est-ce que ça conditionne en tant que créateur comme réflexe différent chez toi? Alors, je dirais que c'est pas au moment de l'écriture que c'est plus difficile. Parce que je reste avant tout un compositeur. En fait, moi, mon industrie à moi, c'est l'industrie de la musique. Ma filière à moi, c'est l'industrie musicale. Moi, je suis compositeur, avec la particularité de composer pour des images. Mais je reste avant tout un compositeur. J'utilise les mêmes moyens que tous les gens dans la filière musicale. J'ai un studio, j'entends pour des musiciens, des ingénieurs du son. Enfin voilà, je suis un compositeur. Donc je suis quelqu'un qui fait de la musique. Donc écrire, quand je connais la destination, me suffit quelque part. Donc ce que ça me demande par rapport à un film où j'ai pas le support du film, c'est de connaître le marché. C'est de savoir dans quel marché, dans quel segment du marché de l'industrie musicale je me trouve, et ce qu'on va me demander, quels sont les usages de ce segment-là, et voilà. Donc c'est juste la connaissance de l'utilisation future de la musique. Donc ça, c'est pas ce qui est pas. Mais tu ne l'as pas forcément en librairie. Tu ne sais pas si ça va parce que quand on compose un album de librairie. Moi, je compose pour Universal, je suis dans le catalogue Universal. Dans le catalogue Universal, c'est codifié, tout est dans des cases. Donc on sait que quand je fais du trailer, je emploie tous les codes du trailer. Et inévitablement, ma musique est utilisée sur des bandes annonces parce que j'ai tous les codes d'un trailer. Quand je fais du drama pour du flux télé, inévitablement, ma musique se retrouve dans une émission d'enquête sur la télé parce que c'est les codes. J'y amène les codes là, j'y amène ma personnalité de compositeur, mais dans des codes préexistants. Mais c'est la même chose en musique originale. Vouloir réinventer la roue, c'est bien, mais c'est très très compliqué, ça demande du temps, de l'argent, c'est un peu pas ce qu'on a habituellement. Voilà. Mais après, la difficulté, par contre, il y a une réelle difficulté et que les compositeurs ne mesurent pas,
c'est que quand on est dans une salle avec un producteur et un réalisateur, on est là, on peut défendre la musique, on peut défendre son intention, on peut défendre sa vision, on peut dire ouais je voulais ça parce que ça je fais ci, et on rentre dans l'histoire et puis s'engage une réflexion collective et on défend la musique facilement. Quand quelqu'un à l'autre bout de la planète va utiliser un morceau, on n'est pas là pour le défendre. Donc là il faut que la musique, en fait, on est tapé juste dans l'intention, on ne connaît pas au moment où on compose, mais encore une fois, je sais pourquoi c'est fait. Si je vais pas mettre de la musique romantique dans une émission de crime, par exemple. Il y a peu de chances que j'ai une synchro là-dessus. Par contre, si je commence avec du drone et des petites séquences machin, bah là j'ai des chances d'être dans le code. Voilà, donc en fait, il faut connaître les codes de la musique à l'image. Je les connais, enfin on y réfléchit en amont. Et là, l'éditeur a vraiment une vraie place. En fait, c'est un peu notre éditeur à cet endroit-là, c'est un peu comme notre réalisateur. C'est-à-dire c'est un peu le directeur artistique qui nous dit ouais non là tu sors un peu du truc, là c'est trop dark, là c'est machin, faut rester et puis à la fin ça donne une unité d'album avec une direction artistique et qui fait que si on a bien fait le boulot, a priori on a des synchros derrière. Alors je crois que toi tu viens de la guitare classique. Électrique et classique de la guitare, pas du synthé en tout cas. Ton parcours d'apprenant. Ah ben moi j'ai fait beaucoup de groupes de rock quand j'étais ado, puis le conservatoire, les classes d'écriture. Donc et puis après petit à petit la prod. Parce que par contre il y a une grosse différence souvent quand on travaille sur un film. J'ai toujours un ingé son sur un film, toujours. Ça, à la fin c'est pas moi qui mixe la musique. Parce que ça fait X temps que je travaille dessus, j'en peux plus, je peux plus l'écouter, je la supporte plus, je peux plus mettre mes oreilles dessus, j'en ai ras le bol. Il faut finir et donc il faut des oreilles fraîches. Il faut quelqu'un qui arrive, quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui connaît ma façon de travailler. Et donc ça, voilà. En librairie, c'est pas du tout comme ça. En librairie, je fais tout de A à Z. Je mixe. Il y a la seule chose que je fais pas, c'est le mastering à la fin. Là, je fais tout. Donc là, par exemple, quand on a fait, je parlais des trailers, je parlais de ça. J'ai été faire un stage avec Alan Meyerson, le mixeur de Zimmer, parce que c'était ce marché-là qu'on attaquait. Enfin, voilà, je travaille pour savoir dans quel segment de marché pour quel segment de marché je vais devoir composer, et j'essaye de mettre tous les atouts de mon côté, mais à tous les niveaux, pas que de l'écriture musicale, au niveau technique et production aussi. Alors ici, on est dans le temple des synthétiseurs. Toi, même si tu viens de la guitare classique, ici, quels sont, dans ce que tu as pu voir aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait rêver, quelle nouveauté Le Colossus, je le veux chez moi. Je le veux le voir dans le studio. Non mais tout potentiellement est un outil et est intéressant. Après, ça va se confronter à un truc tout simple. Est-ce que ça rentre dans mon flow de travail, de composition? Et par exemple, moi j'ai des synthés analogiques, Prophet, Arturia, j'ai plein de choses que j'adore dans le studio, mais je les utilise jamais telles que sur un film, parce que je vais avoir des recalls de sessions, et je peux pas, les presets analogiques, c'est impossible quand je travaille sur 3 scènes différentes dans une journée. Donc quand j'ai un peu de temps dehors, je fais des banques de sons dans Contact de ces synthés analogiques que je réutilise dans mes sessions Pro Tools. Ou sinon c'est du synthé virtuel, parce que voilà, mais c'est devenu l'outil, je dirais que c'est devenu l'outil principal. Moi j'ai commencé ma carrière en tant qu'orchestrateur pour d'autres compositeurs, donc je parle l'orchestre symphonique en fait. Mais il y a de moins en moins dans les productions modernes, puis c'est pas la couleur qu'on recherche, sauf dans certains genres précis, la fantaisie, etc. Mais c'est pas ça qu'on va chercher comme musique aujourd'hui. Donc l'élément moteur de cette musique aujourd'hui, c'est le synthé en fait. Qu'il soit virtuel, analogique. Après, chaque compositeur a sa façon de travailler. Là, on vient de faire un court-métrage avec mon camarade Étienne Forget, et qui lui aussi compose à l'image. Et on n'a pas du tout la même façon de travailler. Moi, j'arrive avec mon côté classique au piano, j'harmonise, etc. Et puis les synthés, je les travaille d'une façon, et lui, il a une façon complètement différente d'utiliser les mêmes outils, en fait. Et vous arrivez à collaborer? Mais complètement. La seule chose qui est importante pour nous, c'est que quand on fait save et qu'on ferme la session, quand on fait réouvrir la session, il faut que tout réapparaisse exactement de la même manière. Ça, c'est le truc, c'est la ligne rouge à pas dépasser. Si ça devient trop compliqué, s'il faut récoller 4 machines, 5 machines, c'est pas possible. C'est plus possible dans les délais qu'on a aujourd'hui. Il faut que ça trace. Des fois, j'ai une semaine pour faire un épisode de série.
Donc là, je débite. Donc, Et en débutant ta carrière, est-ce que tu imaginais pouvoir vivre de ta musique et notamment de la musique à l'image? Je l'imaginais pas, je le voulais. C'est-à-dire que c'était mon métier. Je l'ai envisagé. Alors, je sortais du conservatoire et tout ça, mais je le concevais pas autrement. Et j'étais naïf, en fait. Je savais pas du tout comment ça marchait, etc. Mais je me disais, il y a des gens qui font des musiques de films, il y a des gens qui font des musiques pour la télé et tout. Il faut bien payer ces gens. Je connaissais les studios. En plus, moi, j'ai débarré à l'époque où il y avait des grands studios, donc ces grands studios coûtaient cher. Donc, je me dis, tout ça, il y a de l'argent, des gens. Voilà, donc je me suis tout de suite, donc du coup, intéressé à comment on gagne de l'argent quand on est compositeur. Quel est le revenu du compositeur? Donc c'est notre revenu, nous, c'est l'exploitation de nos œuvres. Donc nous, la SACEM, voilà, mais pas que, les droits voisins, et aussi, donc voilà, mais ça a été pour moi je l'ai jamais envisagé autrement que comme ça. Donc voilà, donc c'est une part du métier qu'il faut, j'ai envie de dire comme dans tous les métiers en fait. C'est quand ça devient un métier, quand il y a un enjeu économique derrière, et pour faire une carrière, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier, ces 25 ans je n'ai vécu que de la production musicale, que de la musique. Alors ça demande, j'imagine, un gros investissement. Tout à l'heure tu parlais d'orchestre. Ouais. Voilà, avec lesquels tu as pu travailler, mais là, pour être allé notamment dans ton studio, tu as beaucoup de matériel. Et donc, j'imagine que quand tu as une semaine pour faire la musique d'un épisode, tu ne peux pas louer un grand orchestre, etc. Tu fais tout chez toi. Ouais. Mais comment ça se passe pour, justement, d'un point de vue financier, l'amortissement de ton matériel On va faire un cours de compta. Transfert des coûts de production. Est-ce que le commanditaire de la musique va tenir compte aussi du prix des instruments que tu utilises? Ça dépend de la production. Déjà, ça dépend si on est dans la télé et dans le cinéma. C'est pas exactement la même façon de travailler. Sur les coûts, il y a une question importante. Parce qu'on vit avec les gens qui arrivent aujourd'hui, les jeunes compositeurs qui arrivent. Nécessairement, ils sont obligés d'être équipés parce qu'il n'y a plus un producteur ou un réalisateur qui ne veut pas écouter une maquette. C'est-à-dire qu'on n'aurait pu avec une démo au piano comme ça c'est mort. Là, je viens de faire un casting pour un réalisateur israélien. On est 5 compositeurs sur le coup. Donc, au-delà de l'écriture de la musique, il y a la production aussi qui est derrière. C'est-à-dire que, et puis j'ai montré que, c'est des challenges que je me mets moi. Je dis pas que, c'est même pas garanti que je fasse la musique de ce film. Il n'y a rien qui est garanti. Et c'est parce que le réalisateur cherche quelque chose. C'est peut-être pas ce que j'ai trouvé. J'en sais rien, je suis un auteur avant tout, je sais pas. Et par contre, en termes de niveau de production, ça demande un vrai investissement tout de suite. Alors, par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir énormément de matériel. Ça veut surtout dire que ce qu'on a, on le maîtrise, on le connaît et on peut en tirer le plus possible. Parce que la musique de film a ça de bien, c'est qu'il n'y a pas de genre en soi de musique de film. Il y a des genres de films, mais la musique, ça reste la musique. Et la musique de film n'a pas de genre. On ne parle pas de rock, de pop, de ce qu'on veut, rumba, samba, de n'importe. Voilà, on peut avoir de tout ça dans un seul film. Donc en fait, c'est plutôt une couleur qui nous est propre en tant que compositeur. Comment on la met au service d'un film, avec les moyens dont on a. Donc aujourd'hui, les moyens qu'on a, c'est évidemment les synthés, surtout dans un festival comme ça, des gens qui sont très calés synthé. Donc c'est pas besoin d'avoir 10 000 machines, on va avoir une ou deux. Après, avec le temps et l'expérience, on commence à accumuler. Mais franchement, avec déjà un ordinateur, un bon logiciel, quelques bons plugins, on peut faire une musique de film. Donc ça demande un investissement qui va reposer sur les épaules du compositeur. Ça, c'est inévitable. Alors ça pose des questions. En termes de rémunération, comme je disais, ça dépend un peu des projets. Moi, je vais te dire qu'on n'est jamais assez payé, mais non, on a envie. Alors, on a un petit souci, mais on va peut-être pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, de les nouveaux modes d'exploitation qui font que nos revenus baissent parce que les revenus linéaires et délinéarisés. Mais là, on va commencer à perdre tout le monde. Là, c'est surtout qu'on va passer à des questions. Voilà. Peut-être qui porteront sur ce sujet. Ah ben. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Est-ce qu'il n'y a pas un abus de musique dans les films ou dans les téléfilms? Alors, je m'explique.
Ben, pour pouvoir regarder souvent la télé, les téléfilms, notamment les meurtres. Mais c'est pas cela que je cite. Hein, mais... Non, parce que dans ceux-là, le spotting, il est nickel. Oui, parce que dans beaucoup de téléfilms, la musique est omniprésente d'un bout à l'autre. L'armée, parfois, au détriment des dialogues. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire au niveau des... Ah si, des choses à dire, il y en a, alors je vais les dire. Alors, si on parle de film cinéma, en général, le couple, on va dire que le couple réalisateur-compositeur continue à fonctionner de manière à peu près normale, de manière historique. Ça discute, on en met là, on n'en met pas là, etc. Et on arrive à un équilibre. La télévision, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des diffusions, des visionnages diffuseurs. Donc on a un réalisateur qui dit quelque chose, un producteur qui dit oui mais la chaîne va dire que, puis 4 personnes dans la chaîne qui nous disent que, machin, etc. Donc il y a 10 personnes qui donnent l'avis sur la musique, et avec une recherche permanente des diffuseurs, là on est passé à l'étage au-dessus des producteurs, des diffuseurs de lignes éditoriales, on veut que ça soit comme ci, on veut que ça soit comme ça, etc., etc., qui n'écoutent plus les gens qui sont sur l'histoire depuis bien plus longtemps qu'eux, qui se sont déjà posé toutes les questions et puis qui nous emmènent, voilà. Puis nous, on nous commande de la musique, donc si on dit, moi je dis qu'il faut pas en mettre là, et puis il m'a dit mais il en faut, je la compose. Donc c'est souvent pas la responsabilité du compositeur, du réal et du producteur, mais ça passe mais ça c'est des choix de chaîne, ils sont les commanditaires de l'œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de peur du vide aussi? Ça, voilà, c'est parce que le téléspectateur, autant au cinéma, il est sur son fauteuil, donc le pari est déjà gagné, tandis que chez soi, il faut absolument éviter qu'il se lève, et la musique est justement un des atouts pour accrocher. Je dirais donc, pas que c'est du vide. Un petit peu... Ouais, je dirais pas que c'est du vide, je dirais que c'est peur du zapping. On a peur que le spectateur, silence, en tout cas. On a peur que le spectateur appuie sur la chaîne d'à côté. Donc on fait tout pour le garder captif. C'est l'idée en fait. Monsieur Guest, une question de Michel Guest. Oui, en fait, j'ai une question à te poser concernant tes relations avec les réalisateurs. En fait, quand tu fais de la musique de librairie, on te demande de composer des musiques sur certains critères, par exemple du drama, différents critères, donc tu travailles dans ce sens-là. Et quand tu fais un travail de composition et qu'il y a un réalisateur, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des relations psychologiques qu'il peut y avoir avec le réalisateur? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à bien vous comprendre? Est-ce que, par exemple, aussi le réalisateur, il n'a pas un peu peur de temps en temps que la musique prenne un peu le pas dans son intensité sur son scénario? Et je pense que ça serait intéressant d'avoir ton point de vue sur ces relations que tu peux avoir avec les uns et les autres. Apparemment, je crois qu'il y a des réalisateurs qui laissent un peu faire le compositeur un peu ce qu'il a envie, mais il y en a d'autres qui sont très très directifs, non? En fait, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas de figure, il y a plusieurs cas de figure. Moi, j'ai eu la chance d'être avec des réalisateurs qui me font confiance, et puis si ça va pas, ils me disent ça va pas, et puis on refait. C'est tout simplement. Et puis, alors, qui est une angoisse, parce qu'au moment où on fait la musique, on est plutôt à la fin de la fabrication du film. Donc c'est vrai que c'est un moment où les réalisateurs remettent un petit peu tout en question, et c'est un moment vraiment difficile pour eux, ça faut le reconnaître. Et donc des fois on fait un peu de la psychologie, mais pas tant que ça, parce que si le réalisateur est dans ce qu'il fait, le réalisateur il sert son film, donc il est concentré sur l'histoire. Donc moi j'ai jamais eu de réalisateur où j'ai eu le sentiment qu'ils aient eu peur de la musique. Par contre ils cadrent, c'est leur boulot, hein, ils sont là pour ça, c'est eux qui ont la responsabilité finale du film. Alors le planning du Cinefest étant tellement chargé, intéressant, passionnant, les ateliers, les démonstrations se succèdent et nous sommes donc assez limités par le temps. Je ne sais pas, est-ce que le maître des horloges nous laisse poser une dernière question ou pas? Ça dépend qui pose la question. Donc une brève question pour clore ce passionnant débat. Ce que j'ai posé comme question tout à l'heure, est-ce que les librairies, ces fameuses librairies, ne sont pas au détriment de la vraie composition? Est-ce qu'on peut parler d'illustration sonore? Non, on peut pas, parce qu'il se trouve que j'ai fait un album de librairie. Des fois, on a plus de moyens dans un album de librairie. J'ai enregistré avec le London Philharmonia, par exemple. Je me suis retrouvé avec des moyens que j'ai jamais eu sur des films en librairie. Donc je fais pas moins mon métier de compositeur.
C'est juste que... Non, c'est juste que comme ça... En fait, je peux pas laisser dire que c'est pas de la vraie composition. À ce niveau-là, mais celui qui l'utilise. Mais celui qui l'utilise, il a tout intérêt à l'utiliser aussi, dans le sens... C'est pas la même chose. Déjà, il va pas payer le même prix. La librairie, il faut savoir que comme on a multiples utilisations, pour l'utilisateur, c'est moins cher. Donc lui, il peut ne pas avoir le budget pour avoir de la musique originale. La musique originale, ça coûte cher. Donc c'est un choix de production. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et puis, il y a des domaines... Je pense aux documentaires, par exemple. J'ai envie de dire, les producteurs de documentaires ont intérêt à utiliser de la librairie parce qu'ils vont avoir de la musique de qualité. Ils n'ont pas les moyens de se l'offrir en musique originale. Ou alors, ils vont se l'offrir, mais au détriment du compositeur, qui va travailler dans une économie trop faible, voilà, alors qu'il ferait des albums de librairie qui vont connaître une multiple exploitation, tout le monde s'y retrouve en fait. Donc c'est plutôt, la librairie, il ne faut pas la voir en ennemi de la musique originale. Et très souvent... Ça cohabite, pardon. Oui, si je peux me permettre aussi, le réalisateur ne sera jamais déçu par la musique qu'il aura choisi de synchroniser. Autant il peut être déçu il ne sera pas par la musique de Laurent en se disant tiens, je m'étais fait une idée au départ de ma future collaboration avec Laurent et finalement c'est pas, il ne le fera pas. Elle finirait pas sur le film de toute façon. Mais voilà, au moins quand il choisit parmi un panel de musique qui aurait été proposé dans la librairie musicale, il sait pourquoi il choisira tel morceau et pas tel autre. Ouais. Et d'ailleurs, dans le film, il y a ce qu'on appelle les musiques additionnelles. Il y a le compositeur qui a composé l'essentiel, mais le réalisateur, quelquefois, fait appel à des musiques complémentaires. On en a parlé un tout petit peu au tout début. Ouais. Et surtout, il faut comprendre que la musique à l'image, c'est trois grandes familles. En fait, c'est la musique originale, et les deux autres, c'est de la synchro. C'est soit de la librairie, parce que c'est de la musique faite pour ça, soit c'est de la musique du répertoire du commerce. Quand on synchronise un morceau de librairie de Laurent Juliet ou un morceau de U2, ça reste de la synchro, c'est exactement la même chose. Les droits sont pas les mêmes, mais c'est le même process. Donc en fait, c'est pour ça, c'est vraiment quand on choisit de synchroniser de la musique, c'est soit parce que c'est guidé artistiquement, soit c'est parce que c'est guidé économiquement. Mais c'est pas un mauvais choix. Laurent, je suis désolée de te couper la parole, mais ça montre combien ce sujet est passionnant, qu'il y a encore beaucoup d'autres questions. Je crois que tu es encore là ce soir, demain. Donc si vous avez des questions à poser à Laurent, n'hésitez pas, je te remercie pour cet entretien. Merci. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, tout à l'heure, je crois, 19h30, 20h30, ici même, où j'aurai le plaisir d'interroger Wally Badamou sur sa carrière. C'était parfait. Mais ouais. Ben non.